Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Sébastien Tertrais pour nous parler autour de son livre Tsundoku, Une vie ne suffit pas. Bonjour Sébastien. Bonjour Nathalie. Donc hier, vous nous avez présenté votre livre et donc c'est une autobiographie. Et alors, moi au départ, il m'a fait beaucoup rire. Alors non pas de votre vie, mais des échos que ça pouvait avoir dans cette plongée des années 70. Et il y a un épisode qui vraiment m'a fait beaucoup rire parce que je ne m'en souvenais plus. C'est l'épisode du martinet. Et effectivement, je me dis, dans les années 70, c'était pas incongru d'avoir un martinet chez soi, même si on n'avait pas forcément d'animaux. J'avais oublié que ça s'achetait au rayon animalerie. Mais le martinet aujourd'hui, alors je ne pense pas, j'en ai pas vu dans les rayons. Je ne crois pas non plus, oui. Mais alors qu'à une époque, c'était l'objet qui était dans beaucoup de familles. Je ne veux pas dire dans toutes les familles, mais dans beaucoup de familles, quoi. C'était tellement commun que nous en parlions avec d'autres mômes à l'école. Alors moi j'habitais, étant enfant, en Fait-de-Bréal sous Montfort, donc pas très loin de Montfort. Et c'était pour nous, il n'y avait pas d'interrogation, c'est-à-dire que tout le monde savait qu'il y avait un martinet à la maison, ou presque. Mais c'est aussi une époque où, d'ailleurs je ne sais même pas si les patrons de magasins savaient que le martinet avait un autre usage que celui auquel on le destinait dans le rayon animalerie. Quoi qu'il en soit, ça faisait partie du commun. Mais c'était un commun qu'il était autant que ce qui faisait que lorsqu'on se faisait engueuler, je ne peux pas le dire autrement, par nos instituteurs, on avait le droit à une deuxième engueulade chez soi par nos parents. D'ailleurs, certains instituteurs faisaient attention en fonction des enfants dont on savait que le père pouvait être un peu plus sévère, donc gardaient certaines choses pour eux, pour éviter que l'enfant se prenne un peu plus, soit un peu plus réprimandé à la maison. C'est une toute autre époque. Alors ça paraît tout bête, j'avais hésité à en parler parce qu'autant ça fait écho à ceux qui sont de notre génération. Pour d'autres, on peut s'interroger, mais je crois qu'on comprend, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, on ne comprend jamais d'autant mieux notre actualité, notre présent, qu'en refaisant un petit peu le fil de l'histoire. Sans forcément remonter très très loin, mais ça veut dire aussi que nos propres enfants viennent de familles dont les parents ont connu cette réalité-là. Je parle aussi de ce retour à l'école, par exemple, des gamins qui venaient de la cantine et qui rentraient, qui étaient accompagnés par la personne qui s'occupait des enfants de la cantine, qui avait avec lui une branche d'ortie dans les mains pour fouetter les cuisses de ceux qui sortaient du rang. Et ça nous paraissait insupportable, mais normal. Il n'y avait aucun parent qui s'offusquait en fait de tout ça. C'est une toute autre époque. Et pourtant, c'est pas si vieux que ça. Oui, rassurez-moi, c'est pas si vieux que ça. Non. Et ceci dit, le martinet était peut-être dans beaucoup de cas plutôt dissuasif qu'autre chose. Je suis pas sûre qu'il ait servi. Moi, j'en ai connu un chez moi. J'en ai jamais senti la brûlure sur mes cuisses. Donc, je pense que ça pouvait être aussi dissuasif et. Ça me fait beaucoup rire parce que je pense à cette époque-là où lorsque j'entendais parler d'armes de dissuasion nucléaire, en fait, je visualisais le martinet. Parce que je trouve que d'État à État... C'est une arme de dissuasion. C'était ça, d'État à État. Le nucléaire fait suffisamment peur pour qu'on n'aille pas trop loin. Martinez, cette vertu-là aussi, c'est qu'il n'était jamais très très loin. Il pouvait sortir, rarement heureusement, mais il était très dissuasif, quoi. Et j'ai même eu le cas d'enfants qui coupaient les lanières et qu'au moment où les parents le voulaient, ils étaient bien embêtés, quoi. Alors c'est drôle parce que ça, c'était les anecdotes. Mais, tout à fait. J'ai eu quelques retours de lecteurs qui me disaient que moi, avec mon frère, on l'a mis au feu, on l'a jeté à la poubelle, ou oui, c'est assez marrant, quoi. On coupait les lanières, voilà. Oui. Alors il y a une autre réalité, alors qui n'est là aussi
plus du tout dans nos vies aujourd'hui, vous parlez des romanichels. Et alors moi, ça m'a fait écho dans les années 70, je dirais peut-être un peu 80, mais je dirais surtout 70, les marchands de tapis qui se promenaient dans les villes. Et je fais le lien parce qu'effectivement, dans votre famille, on disait que si vous n'étiez pas sage, peut-être que le romanichel va vous emmener. Et on disait la même chose avec les marchands de tapis, quoi. Comme si, à chaque génération, on avait besoin, comme ça, de père fouettard pour nous faire rentrer dans le rang. Enfin, à chaque fois, on a eu nos figures de... je trouve ça m'a vraiment surpris, quoi. Chose que j'avais aussi oubliée, les marchands de tapis. Et c'est vrai que c'est très... On le voit dans de nombreuses histoires, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'autorité parentale. Et puis, à un moment donné, on a besoin d'une sorte de figure un peu magique, comme celle-ci, qui, par sa seule évocation, suffirait à amener chacun dans le droit chemin. C'est étonnant, mais moi je l'ai vu aussi après. C'est-à-dire que j'ai entendu ça de la part de ma grand-mère maternelle, de mamie. C'est toujours particulier de dire grand-mère comme ça, alors qu'en fait c'est mamie, je l'appelais mamie. Et qui, dans un moment particulier justement où une femme vient chercher des pots de lapin que ma grand-mère avait sur le haut d'un meuble en formica blanc dans le fond du garage, etc. J'ai fait le curieux, vu une femme prendre ses pots de lapin, donner un petit peu d'argent. Ma grand-mère, alors c'était auprès des Landes, enfin c'était au Landes d'Apigné, donc c'était sur la commune du Rhin, jeter du gros sel dans la cour après, sans que je sache à quoi ça correspondait. J'insiste pour savoir, elle me dit que je suis trop têtu. J'insiste encore, elle craque. Je dois avoir 6-7 ans, quelque chose comme ça, et elle me dit, on sait jamais, gros sel, on sait jamais. Apparemment, c'est pour conjurer le mauvais sort. Je pense que ça marche parce qu'elle n'a jamais été malade, donc ça doit fonctionner. Mais en tout cas, cette phrase-là, c'est conclu par si t'es pas sage, ces gens-là vont t'enlever. Et j'ai trouvé ça, c'était drôle parce que ça a coupé court à toutes mes questions, parce qu'à partir de là, j'avais rien d'autre à dire, quoi. Si j'étais pas sage, ils allaient m'enlever, mais qui c'était ? Donc surprenant, ouais. Très étonnant. Et on le voit dans toutes les cultures. Je l'ai vu après d'ailleurs dans d'autres cultures où d'autres populations qui vivent à proximité mais qui sont pas nous, d'autres. On les évoque comme gens potentiellement dangereux. Mais peut-être que chez eux, si leurs enfants ne sont pas sages, c'est le gadjo qui va venir les enlever. Alors, c'est exactement ça. Alors, j'en parle, je ne sais pas si vous souhaitez en parler. C'est d'ailleurs ce qui se passe. C'est-à-dire que donc je vis toute mon enfance avec ce côté un peu mystérieux de ces romanichels qui vont m'enlever. Et puis un jour, en démarrant une forme particulière de mon service militaire, je choisis de faire une sorte de service civil et j'entre sur une aire d'accueil des gens du voyage parce que j'allais travailler dans une association qui travaillait auprès de cette population. Et là, il s'est passé une situation qui, moi, m'a fait tout drôle, puisque Amélie Poulain n'était pas sortie, donc j'avais pas vu encore les effets que Jean-Pierre Jeunet met dans ses films, lorsque on change la couleur pour montrer que quelqu'un a compris quelque chose, par exemple. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'entre sur le terrain, c'est le terrain du Gros Malon à Rennes, près du canal Saint-Martin. Alors, les très anciens connaissent le canal Saint-Martin, puis d'autres connaissent le terrain du Gros Malon. Et j'approche dans cette avenue, c'est en cœur de ville, mais alors personne ne sait qu'il y a un terrain de gens du voyage ici. On est en 93, et alors que j'avance, je vois des caravanes à droite, à gauche, personne, et j'entends crier « Gino! Gino !» Et je m'approche, et je vois une femme, grande, blonde, qui appelle son fils, visiblement, et je vois un petit bonhomme tout blond débarquer en trottinant, en s'approchant de sa mère, puis arrivé à mon niveau, il regarde un petit peu, puis il continue son chemin vers sa mère, qui lui dit « Je te préviens, Gino, c'était pas sage, le gadjo va t'enlever, là !» Et j'ai trouvé ça mais incroyable. C'est-à-dire que, ce que j'avais entendu lorsque j'avais l'âge de ce minot-là, eh bien, ce minot-là l'entendait, mais de l'autre côté. Et, alors, je sais pas si ça... Je pense que j'avais déjà une ouverture avant, mais... je n'ai pas pu... Pour moi, c'était fondateur, quelque part, de ce à quel point on ne se connaît pas, hein, on se méconnaît énormément, alors qu'en fait, il y a énormément de similitudes. Il y a les mêmes peurs des deux côtés, il y a les mêmes projections, il y a les mêmes idées, il y a les mêmes fantasmes, mais d'un côté ou de l'autre. Donc,
D'ailleurs, c'est drôle parce que je vais le dire parce que c'est un côté marrant, mais donc je travaillais auprès des gens du voyage dans ces associations-là pendant un paquet d'années, et j'ai remarqué un truc qui était très drôle, c'est que les chiens des gens du voyage n'urinaient que sur les roues des voitures des sédentaires. Il y a un truc marrant quand même ici, comme s'ils le savaient. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les gamins des 3-4 ans savent bien que vous êtes un gadjo ou une gadji. Et de ce point de vue-là, il y a aussi une construction qui se fait de culture. Mais c'est très lié, alors on avance un petit peu sur le sujet, mais c'est très lié aussi à un monde qui vit au sein du monde sédentaire, qui se sait mal considéré, qui voit, et moi j'ai l'œil aujourd'hui, qui voit bien tout ce qui est fait pour empêcher qu'ils arrivent quelque part. Donc forcément, ils se construisent un petit peu contre. Tout ça s'explique un petit peu, quoi. Mais bon, à la fois, c'était aussi, parce que vous parlez de conditionnement, de l'enfance, du conditionnement familial qui est... on a l'impression, enfin, c'est sans doute votre point de vue, que le conditionnement familial est plus fort encore que le conditionnement social. Oui. Ce que j'ai pu constater au fil des années, c'est que... alors moi, par exemple, j'ai toujours adoré la littérature, et pour autant, à la fois les études et la littérature n'étaient pas forcément très bien perçues. C'était bien accueilli en termes de culture, tout simplement, mais c'est pas de ça dont on allait faire un métier. Et il est vrai que ça a été une frustration pour moi, lorsque je suis rentré au lycée, de ne pas pouvoir suivre des études sur ce registre, parce que j'étais passionné alors je dis littérature, mais d'art et de culture au sens large. Et c'est un conditionnement qui va être très très fort, parce que nos aspirations peuvent être profondes, et pour autant, de nombreuses choses vont faire qu'on va avoir plus de difficultés à y aller. Alors c'est vrai qu'on a toujours, je pense à Billy Elliot, ou je pense à de nombreuses histoires où on arrive à montrer que certains enfants ont su transcender les difficultés familiales ou les conditionnements familiaux pour aller vivre pleinement leur vie. Mais bon, c'est des exceptions. Oui, c'est pas ce que si j'allais simple dire. que ça. Il y en a combien sur le nombre ? Tout à fait, c'est très très peu. Et évidemment, moi je l'ai constaté à de multiples reprises, quelles que soient les aspirations des uns et des autres, eh bien le carcan familial, l'histoire familiale rend les choses peut-être plus difficiles qu'on ne peut l'imaginer. Et donc l'ascenseur social, qui ne fonctionne plus, mais qui eut fonctionné à l'époque du Martinet, aujourd'hui, il est bon qu'on regarde que tout compte fait, quelle que soit l'école de la République, mine de rien, l'histoire familiale de chacun fait que certaines choses vont être plus ou moins faciles. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est-à-dire que malgré toutes nos bonnes intentions et toutes les belles valeurs qu'on peut mettre en œuvre dans les politiques des uns et des autres, on se rend compte que ce qui fait sens dans notre société reste encore très fragile, voire devient de plus en plus fragile. Donc, ça veut bien dire que quelque chose ne fonctionne pas bien, quoi. Oui, parce que même si, effectivement, aujourd'hui, les jeunes ont la possibilité, ont dans leur choix d'orientation des formations multiples et variées, je dirais, le choix n'est pas aussi simple et aussi personnel que ça, finalement, quoi. Et pourtant, c'est pas les choix qui manquent. C'est vrai. C'est pas les formations qui manquent. C'est vrai. Et les quelques belles histoires qu'on peut nous raconter cachent la réalité. Et la réalité, elle est que c'est difficile pour beaucoup. Et on se rend compte, moi je vois, j'ai un parcours de vie qui m'a amené à entrer dans des milieux très variés, où je réalise à quel point tous sont hermétiques entre eux. Je pense à vraiment de nombreuses situations, à la fois en allant à la rencontre, on va dire, du peuple au sens large, c'est-à-dire de gens comme moi. J'ai pu réaliser de grandes similitudes, y compris les blocages qui empêchaient, et puis d'autres où je travaillais beaucoup avec beaucoup d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques, où je me rends compte que quand même il y a des traits communs, une histoire commune à tous. Et systématiquement, en fonction des différentes castes dans lesquelles on évolue, eh bien on se rend compte que tout ça c'est très fermé. Et malgré l'idée, ou ce qu'on nous vend en tout cas comme idée de démocratie, ou d'égalité et d'équité des chances, eh bien tout compte fait, je me suis rendu compte
Qu'on restait dans des rails, quoi. Oui, très, 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 très fortement, quoi. Et on le voit bien, hein, ça joue sur des détails, hein, sur la façon de tenir la fourchette et le couteau, qui fait qu'on va être coopté ou pas, sur notre façon d'être, de nous comporter, d'être à tel ou... D'employer tel terme ou pas, Tout à fait, ouais. ça nous ramène forcément, oui, l'enfance et le milieu dans lequel on a grandi Complètement, ouais. est fondateur, quoi. Et difficile de s'en affranchir, quoi. C'est vrai. Et c'est ce qui fait que... Quand on le souhaite. Quand on le souhaite. Alors, il faut déjà en avoir conscience qu'on le souhaite. Mais c'est vrai que tout ça, au bout du compte, génère une situation où il peut y avoir parfois des frustrations, parce que on nous vend... Le terme est un peu chargé quand je dis on nous vend, mais c'est quand même le modèle qui est vendu à l'école, quelque part. On nous dit, si vous travaillez bien à l'école, vous aurez la vie que vous souhaitez, quelque part. Oui. La réalité, elle est quand même bien plus complexe que ça. Bien plus complexe que ça, oui. On le voit sur les stages que nos enfants doivent trouver à la fin de 3e. Oui. On le voit très très bien. Bon, eh bien écoutez... On va finir en stage pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour continuer d'explorer Tsundoku. Et on laisse place à un petit peu de lecture. À demain. À demain. Sébastien Tertrais, Tsundoku. Quand on a 12 ans, on écoute ses parents sans remettre en question le bien fondé de leurs pensées. À plus forte raison quand il n'y a pas de désaccord dans le couple parental ou dans la famille. C'est-à-dire rien qui permette de se dire que quelque chose ne va pas. On interroge et on conteste éventuellement ce qui touche à nos libertés et envies élémentaires, comme les sorties avec les copains, le choix des lectures, des musiques ou encore d'une activité sportive. Mais le rapport à l'argent, au travail, à la politique et à d'autres sujets aussi structurants sont aussi tacites que la transmission des anticorps par la mère au moment de la naissance, ou la constitution de la flore intestinale pendant les premières années de la vie, opération étroitement liée aux habitudes alimentaires et conditions de vie de chaque famille. En d'autres termes, nous héritons de certaines particularités et spécificités familiales, pas toutes matérielles, sans jamais ou presque en avoir conscience. Cet héritage immatériel s'appuie sur des introjections familiales, des acquis qui s'inscrivent en soi à force de multiples répétitions, de mimétisme inconscient, de repas passés ensemble et de promenades dominicales en famille. Il devient au fil des années une clé de voûte de notre façon de penser ainsi que de notre rapport au monde, conditionnant de manière non consciente la plupart de nos décisions et de nos choix. Certes, l'école joue un rôle important en termes d'ouverture culturelle, d'élargissement social. Mais bon nombre de nos fondamentaux ne changent pas vraiment. Ce n'est qu'à la faveur de rencontres ou de crises existentielles plus ou moins fortes qu'on réinterroge certaines de nos doctrines et qu'on prend, éventuellement, la mesure de la place de notre éducation dans nos vies. La prise de conscience ne signifie pas qu'il sera aisé de se défaire de ce qui doit l'être. Si l'on a vu son père tout faire tout seul, sans jamais demander de l'aide à qui que ce soit, si on l'a souvent entendu dire qu'il fallait être indépendant, autonome et savoir se débrouiller tout seul, en prendre conscience avec l'âge ne suffit pas toujours à aller vers les autres pour demander des coups de main ou solliciter un soutien lorsque le besoin se présente. Un individu a beau savoir que le fonctionnement traditionnel familial n'est pas la meilleure façon d'avancer, il ne pourra pas changer d'un claquement de doigts une habitude adoptée depuis toujours, car ainsi s'est forgée sa propre façon d'aborder la vie. Sans compter que l'abandon de certaines habitudes pourrait avoir des conséquences délicates, déstabilisantes, voire perturbatrices d'une vie qui, quoique chaoteuse, se tenait assez bien jusqu'ici. Ajoutons à cette rapide liste les inévitables conflits de loyauté qui déterminent bien des choses, et chacun pourra avoir à l'esprit ce combien il peut être difficile pour chacun de sortir de rails familiaux, dont l'existence remonte à des temps immémoriaux, car nos parents sont eux aussi héritiers de leurs parents, et ainsi de suite. C'est une des multiples raisons
pour lesquels les reproductions sociales sont puissantes et déterminantes dans la vie de chacun. Les plafonds peuvent parfois être faits d'un épais verre armé et les émancipations difficiles, voire inaccessibles. On nous dit que l'ascenseur social serait en panne, que le manque d'argent ou de réseau jouerait pour beaucoup dans les difficultés que rencontrent nombre de citoyens à franchir certaines barrières. Je prétends que l'origine des difficultés et des clivages sociaux sont autrement plus complexes. La vie me l'a fait observer. Nos histoires familiales sont des héritages puissants. Ils peuvent devenir des boulets pour nombre d'entre nous dans nos quêtes du bonheur, des facilitateurs pour d'autres. Nos héritages familiaux portent en eux les graines de nos succès et de nos échecs, et on ne s'en sépare jamais sans des déchirures dont certaines peuvent être douloureuses, comme j'ai pu le découvrir pour moi-même ou le constater pour d'autres au cours de ma vie. Ainsi, au contraire de certaines idées, ces éléments du passé continuent à vivre au présent, tant que nous n'avons pas réussi à les identifier, à mesurer la place qu'ils ont prise dans nos vies et à les transformer. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.